Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce jeudi 5 janvier. Le Tour de France des régions sur le mix énergétique s'est terminé à Metz ce matin. La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher est revenue sur les enjeux de cette concertation nationale. Une exclusion pour 2 ans du Parti socialiste, c'est le verdict de la Commission nationale des conflits à l'encontre de Yohann Haddadi, ancien candidat dit dissident des législatives pour la première circonscription de Metz. Lucas Godel, 14 ans, est un as de la basse et il est bien parti pour marcher sur les traces de son artiste fétiche, Calogero, rencontre en musique avec ce jeune passionné plein de projets. Le ciel de vendredi sera couvert toute la journée avec quelques pluies fines et éparses attendues. Les températures sont toujours au-dessus des normes de saison, 7 degrés au réveil, 12 au maximum. Notre justice est-elle en lambeaux? C'est un oui pour un grand nombre de professionnels du monde de la justice. Les magistrats notamment attendaient de pied ferme des annonces concrètes et depuis ce matin c'est chose faite avec le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti qui a justement pris la parole pour présenter des mesures, notamment l'embauche de 10 000 personnes jusqu'en 2027 dont 1500 magistrats. Aline Birouneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère à la Cour d'appel de Metz et représentante locale de l'Union syndicale des magistrats. Vous nous donnerez vos réactions suite à ces annonces dans quelques minutes. Mais d'abord, on développe le reste de l'actualité. Et vous l'avez vu dans les titres, l'actualité aujourd'hui, c'est cette dernière réunion publique dans le cadre de la concertation nationale sur le mix énergétique qui se déroulait au centre des congrès de Metz ce jeudi matin. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, était sur place. Alors quels sont les enjeux? À quoi vont servir concrètement ces concertations? Et que doit-on en retirer? Élément de réponse avec Jean Milon. Comment atteindre la neutralité carbone en 2050? Voilà la grande question à laquelle plus de 150 personnes, élus, citoyens, chefs d'entreprise et autres représentants ont tenté de répondre ce jeudi matin. On avait également parlé de biocarburants, de développer les pompes à chaleur pour les particuliers, etc., afin de répondre au mieux aux usages au plus près des territoires. Au menu du jour, 2 thèmes, la consommation et la production. Seul ou en groupe, chacun a pu défendre ses idées. Alors notre proposition, elle consistait à ce que notre mix énergétique soit équilibré, soit adapté finalement à la capacité des territoires. D'accélérer et de se fixer des objectifs plus ambitieux sur le développement du biogaz pour répondre aux besoins de thermosensibilité que nous avons dans le pays, où la consommation, où nos besoins en énergie sont 4 fois supérieurs en hiver par rapport à l'été. Une proposition sur laquelle on avait vraiment un consensus, c'était sur la formation professionnelle et la pédagogie. Les transports, la rénovation des bâtiments ou encore la protection de la biodiversité étaient aussi au centre des débats. Donc vraiment des choses très riches qui vont nous permettre d'enrichir et de consolider la préparation du projet de loi de programmation sur l'énergie et le climat qui sera discuté un petit peu plus tard dans l'année au Parlement. La question reste à savoir si ces conclusions impacteront réellement la stratégie gouvernementale. Dans tous les cas, la ministre de la Transition écologique a bien rappelé l'importance de l'implication de chacun. Demain, le transport maritime, les yachts, l'aviation aura des efforts à faire en matière de décarbonation. Personne n'échappera à cet effort. Et ce qui est important, c'est que les grandes entreprises, les grandes administrations, les grandes collectivités locales soient à l'avant-garde de ce combat. Vous vous souvenez du slogan des années 70, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Prochaine étape, un forum des jeunesses mi-janvier pour impliquer les principaux concernés. La participation en ligne de la concertation nationale sur le mix énergétique et elle, encore ouverte jusqu'au 18 janvier. Vous l'avez compris, vous pouvez donc participer à ce débat. Pour le moment, 22 000 contributions ont été déposées. Énergie toujours, à l'heure où les coupures de courant pour cet hiver sont quelque peu écartées, quoique encore scrutées avec attention. Quel est l'avenir de la centrale à charbon de Saint-Avold? Lors de sa visite à Metz, la ministre Agnès Pannier-Runacher n'a pas exclu la prolongation du fonctionnement du site au-delà de cet hiver. Avant de se prononcer sur l'activité de la centrale, Émile Huchet sur 1 an, la ministre attend un retour des experts énergétiques et électriques RTE pour comprendre la situation et les tensions potentielles, notamment vis-à-vis de nos voisins allemands.
Et voilà un autre préavis de grève qui touche le monde de la santé. Cette fois-ci, c'est l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach qui fait parler de lui. À l'appel du syndicat Force ouvrière santé, les personnels des urgences ont décidé de débuter un mouvement de grève lundi prochain, le 9 janvier. Une grogne pour dénoncer leur épuisement face au flux élevé des patients ces derniers mois et la saturation des services. Pour l'heure, aucune opération ou consultation n'a été déprogrammée, mais c'est une éventualité qui ne peut être complètement écartée. Ça ne passe pas, même si Yohann Haddadi dit qu'il n'est pas revanchard. Son expulsion du Parti socialiste le 2 décembre dernier a un goût d'injustice pour cet ancien candidat aux législatives à Metz. Pour rappel, malgré l'accord du PS avec la France Insoumise, les écolos et le PCF pour lancer la NUPES, Yohann Haddadi s'était présenté en juin dernier. Une candidature dite dissidente que certains dénoncent comme la cause de la défaite d'Esther Leïk, candidate NUPES, qui s'était inclinée de 300 voix face à Belkir Belhaddad. Dès la fin des élections, Yohann Haddadi s'était d'abord vu suspendre. Réaction de ce militant socialiste. Donc, j'ai été suspendu dès le mois de juin. Et puis ensuite, j'ai appris au fil de l'eau qu'une commission nationale des conflits s'était réunie le 2 décembre et avait pris la décision de m'exclure, a priori après un fort débat. M'exclure près de 2 ans quand on cumule la suspension qui finalement est comparable à une forme de préventive et puis ensuite l'exclusion en tant que telle. Et cette commission, moi j'en ai fait partie de 2015 à 2018, elle avait pour particularité d'être autonome, libre et indépendante. Et là, sincèrement, quand on voit le traitement différencié en fonction des dossiers, alors que ce sont des dossiers similaires aux miens, et ils n'ont pas reçu la même sanction. Certains ont même été réintégrés. Certains ont même été exclus sans passer par la commission. C'est-à-dire qu'ils sont tout simplement sortis du fichier des adhérents du Parti socialiste sans autre forme de procès. C'est le cas pour 2 autres camarades qui étaient effectivement de Moselle, Jean-Jacques Kurt et Marie-Michel Hafner, qui eux n'ont même pas eu le droit ou le bénéfice de passer par une commission nationale des conflits. On passe à la culture maintenant avec Alicia Iblot qui nous a rejoint. Alicia, bonsoir. Bonsoir Uranie. On commence sans plus attendre avec une nouvelle qui va forcément ravir les amoureux de littérature et de journalisme. Puisque la 36e édition du Livre à Metz aura lieu du 14 au 16 avril. Alors ça, on le savait déjà. En revanche, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle sera placée sous le signe des vertiges. Des vertiges produits par notre monde en permanente mutation. Ça va donner l'occasion de beaux débats autour de la politique, de la société, de la nature. Ce sera également l'occasion d'aborder des sujets étourdissants comme l'amour, la mort, les nouvelles technologies. Il faut savoir quand même que le Livre à Metz réunit quasiment 30 000 spectateurs, visiteurs chaque année. 70 événements sont proposés, des auteurs de prestige sont attendus. On ne connaît pas encore le nom de l'invité d'honneur, mais bien sûr, on restera connecté et je vous tiendrai au courant. On a déjà hâte. Et puis, on continue avec un grand bain de jazz que nous pourrons prendre au caveau des Trinitaires à Metz. Vous pourrez apprécier le batteur Christian Mariotto qui va nous proposer les titres de son nouvel album Mental Palace avec ses amis guitaristes, contrebassistes et puis également saxophonistes. Il va nous plonger dans un jazz azimuté qui nous puise aussi bien dans le rock progressif que la pop ou les musiques improvisées. Au final, c'est poétique, c'est lyrique à souhait. Écoutez. Voilà, ça va jazzer avec Christian Mariotto et son groupe que vous allez pouvoir apprécier en live sur la scène des Trinitaires. Il faut savoir qu'à l'issue du concert, la scène sera ouverte aux élèves du département de jazz du conservatoire, donc double plaisir garanti. Rendez-vous le 12 janvier à 20h30 au caveau des Trinitaires donc. On poursuit avec le Théâtre d'Ivoire qui commence cette année 2023 avec 2 beaux rendez-vous. Le premier aura lieu à la MCL de Metz avec la pièce comédie dramatique Nightfall 97. Elle est proposée par le metteur en scène Jean-Marc Bechler. Il est question d'un groupe de rock qui souhaite se faire remarquer en montant sur la scène de ce fameux club, le Nightfall. Ça ne va pas se passer comme prévu. Pour en savoir plus, il faudra vous rendre à la MCL le 7 janvier à 20h30. Et puis, notez également que le 15 janvier, c'est un spectacle cabaret cette fois qui va vous attendre.
avec 10 chansons désopilantes, 15 artistes investis, et bref, de quoi passer un bon moment entre humour et musique. Et puis vous pourrez bien sûr déguster de bonnes gaufres, ça je sais que vous adorez ça, Uranie, ça va se passer vous connaissez bien. à la salle polyvalente de Mes-Clubs le 15 janvier à 15h. Et on termine cette rubrique avec 2 grands concerts de l'artiste très connue Natacha Saint-Pierre qui va se produire en l'église de Corny-sur-Moselle. Voilà la chanteuse canadienne qui, après avoir consacré 2 albums à la religieuse carmélite Thérèse de Lisieux, et bien cette fois s'attaque à la grande Jeanne d'Arc avec son spectacle Jeanne. À cette occasion, elle a composé, écrit pour la première fois 12 titres pour justement cette grande dame. Des titres qui sont inspirés par la pièce de théâtre de Thérèse de Lisieux, que Thérèse de Lisieux a consacrée elle-même à Jeanne d'Arc. Vous voyez, la boucle est bouclée. Et voilà, ça permet de créer un trait d'union entre les 2 femmes. Et je vous propose d'écouter ici un extrait. C'est une reprise de Laurent Voulzy. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Voilà, Natacha Saint-Pierre qui présentera le spectacle Jeanne en l'église de Corny-sur-Moselle les 11 et 12 janvier. C'est complet le 11, mais elle sera là le 12. Il faut savoir que ces 2 concerts sont organisés par le conseil de fabrique de Corny-sur-Moselle et que les profits de ces soirées permettront de financer une fresque contemporaine qui présentera 6 femmes marquantes de l'histoire biblique en l'église donc de Corny. Ne manquez pas le rendez-vous. Prenez vite vos places pour le 12. 2 bonnes raisons d'y aller, donc le 11 et le 12, bien sûr. Et elle sera, je crois, l'invitée de la boîte à malice, certainement en tout cas. On va lui rendre visite et l'interviewer le 11. Merci Alicia pour cette bonne dose de culture. On vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Merci. On continue toujours en musique pour découvrir cette fois-ci un jeune bassiste, Lucas Godel, fan de Calogero depuis de longues années. Ce musicien de 14 ans voit ses rêves devenir réalité, déjà parce qu'il a rencontré son artiste fétiche lors de son dernier clip notamment, mais il est loin d'avoir terminé tous ses projets qui commencent à peine. Découvrez Lucas à travers les images de nos confrères de TV8. À seulement 14 ans, Lucas vit un rêve éveillé. Sa passion, la guitare basse qu'il apprend depuis 5 ans. Dans sa chambre, équipée tel un studio de musique, il travaille ses compositions près de 2 heures par jour. Fan de Calogero, il marche aujourd'hui sur les traces de l'artiste aux multiples disques de platine. Rencontre avec un jeune musicien prometteur. J'écoutais beaucoup Calogero. Et il fait de la basse et du coup j'ai voulu avoir une basse. Du coup pour Noël j'en ai demandé une. Et de lui-même dans sa chambre il a appris ses premiers morceaux. Après on l'a inscrit dans une école de musique où il y avait un prof de basse. Il a commencé à avoir des petites techniques et après il a continué à se performer donc dans sa chambre pendant quelques années. Jusqu'à ce qu'il aille donc s'inscrire à l'école JF de Sarreguemines. Donc c'est là où il a commencé à apprendre à travailler en groupe avec d'autres instruments, d'autres musiciens. Et donc il a pu faire des scènes grâce à ça, grâce à cette école de musique. Il y a quelques semaines, il a pu participer au tournage du prochain clip de son artiste préféré, Calogero. Souvenir de cette rencontre, une dédicace de l'artiste au dos de sa guitare. Derrière Lucas, sa famille l'encourage dans sa passion. On l'a ramené forcément au concert de Calogero, donc là c'était le summum, il était heureux. Et puis là il y a eu ce fameux tournage où il a pu le rencontrer et c'était génial, il était très accessible, il s'est pris le temps de discuter avec Lucas, de lui montrer comment tenir une basse, voilà, et c'était super sympa. Avec ses amis, il s'est lancé dans une aventure en groupe. Actuellement, ils sont à la recherche d'une salle à Sarreguemines pour répéter. Alors on n'a pas de batteur pour le moment, on est guitariste, basse et piano. Puis il nous faudrait un batteur et chanteur ou chanteuse, puis après c'est au complet.
L'année 2023 s'annonce riche pour Lucas, à commencer par une collaboration sur le prochain projet d'Alphonse Kera. En sport, vous avez assisté hier soir à la victoire au forceps de Metz Handball face à Paris 92 lors de la 10e journée de la Ligue Butagaz Énergie. Menée 15-12 à la mi-temps par les franciliennes de Laura Flip, les Dragons ont trouvé les ressources et surtout affiché le caractère nécessaire pour renverser la vapeur. Victoire d'un petit but, 30-29 avec 8 parades de la gardienne Camille Depuisé et 6 réalisations de la pivot Sarah Bouktit. Retour sur cette victoire avec Tamara Horacek au micro d'Arnaud Demerlet. Une victoire à réaction, une victoire au caractère. Je pense que c'est un match qu'il nous fallait pour commencer l'année 2023 avec le mois de janvier, le mois de février qui nous attend très très dur et il fallait savoir le gagner. C'était très dur. Un beau premier match pour débuter cette nouvelle année et je pense qu'on ne s'attendait pas à moins, on ne s'attendait pas à plus. On est actuellement à notre niveau et je pense qu'il faut travailler encore plus et continuer à engorger du caractère pour les matchs à venir. Et dans l'euphorie de la victoire, Metz Handball a annoncé la prolongation de contrat de Chloé Valentini. L'ailière gauche internationale française, championne olympique, a rempilé pour une saison supplémentaire avec le club de Thierry Weisman, avec qui elle est désormais liée jusqu'en juin 2024. Et comme les choses sont bien faites, Chloé Valentini sera justement l'invitée d'Arnaud Demerlet dans le Dragon Mag de ce vendredi à 18h30. L'occasion de revenir avec elle sur sa décision de prolonger l'aventure en Moselle. En football, cette fois, le FC Metz a annoncé ce mercredi soir le départ d'Anthony Moussaba. Prêté l'été dernier par l'AS Monaco, l'ailier néerlandais n'est jamais parvenu à s'intégrer en Moselle. Il est prêté à nouveau par le club de la Principauté. Il retournera pour les 6 prochains mois au pays, à Nimègue, son club formateur. Allez, on quitte le sport. Augmentation des budgets, simplification des démarches, mais surtout renforcement des effectifs pour sauver la justice en France. Des mesures dévoilées ce matin par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. On en parle avec notre invité du jour. Anine Bironneau, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez localement l'Union syndicale des magistrats. Parmi les annonces très attendues par la profession, la création de 1500 postes de magistrats en France d'ici 2027 sur 10 000 créations de postes. C'est une mesure qui vous semble réaliste et surtout suffisante? Alors, réaliste, oui. Manifestement, sur 5 ans, c'est possible. L'École nationale de la magistrature va monter en charge. Suffisant, certainement pas, puisque le groupe sur la charge de travail réuni à la chancellerie a estimé qu'il fallait, à terme, doubler le nombre de magistrats en France pour travailler correctement. Donc, au lieu d'être 8 500, nous devrions être 17 000. Alors, chez nous, quel est l'état des lieux qu'on peut faire en termes d'effectifs ? Alors, l'état des lieux, en Moselle, vous avez 103 juges, donc ceux qui rendent les décisions, dans toutes les juridictions, à savoir Thionville, Sarreguemines, Metz et la Cour d'appel. Et il y a 33 magistrats du parquet, c'est-à-dire des procureurs. D'après les estimations de nos chefs de cour, le premier président et le procureur général, il faudrait, pour arriver à des délais raisonnables, augmenter le nombre de juges de 40, c'est-à-dire passer de 100 à 140 juges, et doubler le nombre des procureurs. Alors en septembre 2022, il manquait encore 9,5 équivalents temps plein magistrats et plus de 42 équivalents temps plein chez les greffiers au tribunal judiciaire de Metz. Si on continue sur les annonces qui ont été faites ce matin par le garde des Sceaux, on peut parler du budget peut-être. Déjà plus 8% de hausse entre 2021 et jusqu'à maintenant. D'ici 2027, le garde des Sceaux a annoncé un budget qui passerait de 9,6 milliards à 11 milliards d'euros. Là encore, je me permets cette question, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est suffisant? C'est réaliste, oui. Suffisant, toujours pas. Il l'a dit lui-même, et on doit le porter à son crédit, on part de très loin. On parle de décennies d'abandon du système judiciaire. Donc, ce sont des fonds qui permettront de remettre à flot l'institution, d'améliorer l'état de nos prisons, d'améliorer aussi nos serveurs informatiques. Ça, c'est un gros point de souci pour nous. La situation ne deviendra pas aussi performante que celle de nos voisins allemands dans les 5 années qui viennent, malheureusement. Alors, est-ce que sur ces 2 mesures que nous venons de développer, ça répond déjà à vos attentes ou pas?
Ça répond partiellement à nos attentes. On ne peut que se réjouir de voir arriver bientôt dans nos juridictions, d'ici 3, 4, 5 ans, des collègues en nombre important. Mais comme je disais, malheureusement, on part de tellement loin que dans l'immédiat, ça nous semble un peu un sparadrap. Ça doit s'accompagner aussi d'une revalorisation de ces métiers ? Oui. Effectivement, alors on nous a annoncé une revalorisation salariale assez conséquente qui interviendrait en fin d'année pour les juges. Donc 1 000 € bruts. 1 000 € bruts. Pour l'instant, on n'en sait guère plus, notamment sur le calendrier de cette mesure. Ce qui nous soucie aussi beaucoup, c'est la situation de nos greffiers qui ont d'énormes responsabilités en termes d'authentification de la procédure, dont la rémunération n'est pas à la hauteur ni de leur charge de travail, ni de leurs responsabilités, et qui actuellement sont très nombreux à partir vers d'autres ministères en détachement vers d'autres concours. Il faut que nous retenions nos greffiers. Ça, c'est un point fondamental si on veut arriver à travailler correctement. Alors, même mieux payé, est-ce que vous pouvez continuer à travailler dans les conditions actuelles ? Et déjà, si vous pouvez peut-être faire un point aussi sur que font les magistrats. Que font les magistrats ? Les magistrats, alors évidemment la vitrine, celle dont parlent beaucoup les journalistes, c'est la cour d'assises, c'est l'activité pénale, évidemment, juger les crimes et les délits. Mais la plupart du temps, les Français ne viennent pas nous voir pour ça, ils viennent souvent une fois dans leur vie au tribunal, pour un prononcé de divorce, pour demander une mesure de tutelle pour un parent qui perd ses facultés mentales. Et c'est cette justice civile-là qui est moins dans la lumière, qui a beaucoup souffert ces dernières années. Et pourtant, elle fait partie de 60% de l'activité judiciaire, cette justice civile. Une alternative de règlement à l'amiable, c'est ce qui a été prononcé ce matin par le ministre de la Justice, qui est inspiré donc de la justice québécoise. 72% de réussite apparemment sur ce dispositif. Est-ce que là, on est sur une réforme de cette justice de proximité ? Alors, il faudra qu'on ait des détails concrets. Le diable se niche dans les détails pour savoir en quoi ça consiste exactement. Bon, là-dessus, on est un peu surpris parce que les mesures alternatives au règlement des différends, les MARD, comme on dit chez nous, c'est quand même très largement dans les mœurs depuis un certain nombre d'années. Il y a eu des lois successives en 2016, en 2019. On a la conciliation, la médiation. Donc, on essaie toujours de favoriser un règlement amiable des différends. Voilà. Maintenant, ce que le justiciable attend aussi, c'est un juge qui puisse trancher son litige. Et des délais peut-être raccourcis également ? Des délais raccourcis également. Là, on sait très bien qu'on n'est pas bon. Vous avez la situation de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz qui souffre d'un manque de magistrats. Actuellement, il y a des dossiers qui sont prêts, des litiges entre commerçants. Ils ne seront pas examinés avant l'année prochaine. Parce qu'il n'y a pas de juge pour les trancher, tout simplement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mieux payé, mais il faudrait quand même encore plus de temps pour pouvoir travailler. Si exactement. De nombreuses autres mesures ont été annoncées, pas forcément liées aux magistrats. Est-ce que c'est quand même déjà une petite victoire pour vous ? Alors, c'est une victoire ou au moins un certain soulagement de voir qu'un ministre qui avait d'abord parlé de justice réparée de manière assez légère il y a 1 an ou 2, commence enfin lui-même à dire que oui, ça ne va pas, oui, l'institution est délabrée, et voilà, il faut se donner les moyens d'essayer de remettre le bateau à flot. En tout cas, merci beaucoup Aline Bironneau d'avoir partagé notre plateau. À bientôt. Au revoir. Pour terminer cette édition, la première éolienne implantée à Gersweiler en Sarre est désormais en service, plus haute que la plupart des éoliennes européennes. Elle culmine à 229 mètres de haut contre 120 à 150 mètres de haut en général. 700 mètres plus loin, une seconde éolienne devrait être opérationnelle d'ici 2 semaines et sera haute de 249 mètres. Côté français, de nombreuses voix s'élèvent face à ces constructions imposantes en raison de leur proximité avec les communes frontalières. Déjà lors de l'élaboration du projet, plusieurs motions avaient été lancées, mais malgré les protestations, l'Allemagne reste dans son droit puisque les distances réglementaires de 500 mètres sont respectées. Et vous ne restez pas dans les airs pour la suite de votre programme, mais bien aux côtés de l'équipe de Graouli Mag. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.